Dans l'actualité ce soir, l'ouverture du procès Clearstream marqué par une première charge de Dominique de Villepin. Dans une déclaration, il dénonce l'acharnement de Nicolas Sarkozy et stigmatise, je cite, un procès politique. Le corbeau présumé est passé aux aveux. Celui qui envoyait des lettres de menaces anonymes accompagnées d'une balle de revolver est un homme de 51 ans, sans emploi, décrit comme fragile et aigri. Il déclare avoir agi seul. Grève nationale demain, grève illimitée à Paris. Le changement de statut de la Poste est contesté par les syndicats qui craignent un premier pas vers la privatisation. Dans un instant, questions et réponses pour se faire une idée sur cette réforme. Les préparatifs du G20 de Pittsburgh sur la réforme de l'économie mondiale. On verra que certains paradis fiscaux ont déjà du plomb dans l'aile. Reportage aux îles Caïmans qui sont au bord de la faillite. Un verdict clément pour Renault après la triche organisée lors d'un Grand Prix. L'écurie est condamnée à 2 ans de suspension avec sursis. Flavio Briatore est exclu à vie. Enfin, le retour de Florence Foresti sur une scène parisienne. La comique préférée des Français, toujours aussi exubérante et burlesque. Elle se moque de la maternité, de ses clichés. Elle sera notre invitée ce soir. Bonsoir Florence Foresti et à tout à l'heure. Bonsoir à vous et bienvenue à tous. La cohue des grands jours, une atmosphère survoltée. Il n'y a donc pas eu de temps mort au procès Clearstream. Venu en famille, c'est Dominique de Villepin qui a ouvert les hostilités avec une déclaration très politique en ciblant directement, frontalement, Nicolas Sarkozy. Sur place, Amaury Guibert, Dominique Bonnet. Le procès le plus attendu de l'année, c'est la cohue des grands jours dans les couloirs du palais de justice. Mais l'acteur principal lui préfère une entrée discrète, comme pour donner plus de poids à ce qui va suivre. La démarche assurée, Dominique de Villepin s'avance. Derrière lui, sa femme et ses enfants. Rien n'est improvisé et la déclaration est sans détour. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai libre et blanchi. Quelques applaudissements viennent saluer ses propos. Une attaque contre le chef de l'État que son avocat balaye d'un revers de manche en invoquant le dossier et les faits. C'est sur pièces, et ce sont sur ces pièces que les uns et les autres seront jugés, et sûrement pas sur des déclarations faites, aussi talentueuses soient-elles, à l'extérieur de la salle d'audience, fussent-elles faites en compagnie de femmes, enfants, ce qui, me semble-t-il, n'est pas l'objet du débat. Mais en guise de débat, la tempête menace. À la barre pour l'accusation, le procureur de Paris veut croire que l'affrontement des deux hommes n'étouffera pas le procès. C'est un dossier technique, c'est un dossier difficile mais technique. Il va se dérouler, je crois, dans une ambiance habituelle des cercles de justice. Et leur arrivée ont presque été éclipsées. Imad Laoud, soupçonné d'avoir truqué les listings bancaires de Clearstream, et Jean-Louis Gergorin, accusé d'être le corbeau. 2 hommes de l'ombre, mais 2 hommes clés dans ce procès hors norme. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous êtes en direct au Palais de Justice. Vous avez assisté Bonsoir. à cette première journée d'audience. Est-ce que l'ambiance était la même à l'intérieur qu'à l'extérieur ? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, cette première journée est à l'image de ce qu'on a vécu au cours de l'instruction, c'est-à-dire un face-à-face tendu, électrique, un face-à-face que je dirais presque irréel, irrationnel du fait de la présence d'un homme sur le banc des prévenus, Dominique de Villepin, et de l'absence d'un autre, mais qui occupe la totalité de la salle, à savoir Nicolas Sarkozy. Une absence d'ailleurs que Dominique de Villepin voudrait voir définitive. Il demande que Nicolas Sarkozy ne soit plus partie civile. Ses avocats dénoncent un procès inéquitable du fait du statut de Nicolas Sarkozy, qui est chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Autrement dit, il ne peut pas être poursuivi, mais il peut poursuivre. Alors le tribunal répondra à cette question au moment du jugement. Ce qu'on retiendra en tout cas aujourd'hui, c'est cette image forte de Dominique de Villepin face à la presse entourée des siens. À l'intérieur de la salle d'audience, il en était tout autrement. Celui qui se présente aujourd'hui comme simple avocat est en train de faire le dur apprentissage du statut de prévenu, assis, silencieux, attendant qu'on lui donne la parole. Dominique Verdaillan à Paris. Merci Dominique. L'audience, le procès va durer 1 mois.
Deuxième titre de l'actualité, c'est sans doute l'épilogue dans l'affaire de ces lettres de menaces adressées aux hommes politiques avec parfois des balles de revolver. Un homme de 51 ans, handicapé, sans emploi, est donc passé aux aveux. Après des mois d'enquête sans résultat, il a été confondu grâce à des empreintes ADN relevées sur les timbres. Zindine Boudaoud, Véronique Gaglione, Françoise Mazou. Voici le corbeau présumé, inconnu jusqu'ici de la police. Les villageois sont stupéfaits. Le suspect est l'un des leurs, un habitant d'Hérépian. Cet homme de 51 ans, sous dialyse et handicapé, vit ici dans ce petit pavillon avec son épouse. C'est un gars qui était assez taciturne, donc il ne parlait pas beaucoup. En garde à vue, le suspect aurait passé des aveux complets, mais n'aurait fourni aucune explication. Il se présente comme l'auteur unique des menaces adressées à des personnalités politiques de la majorité. Le chef de l'État, plusieurs ministres et des élus locaux. Ce maire de la région fut le premier à recevoir un de ces courriers anonymes accompagné d'une balle. Ça créait un climat un peu délétère, pesant, puisqu'il y avait beaucoup d'interrogatoires. Et comme je vous dis, il était temps que cela cesse. Au domicile du suspect, les policiers auraient retrouvé un brouillon de menaces, mais aussi des cartouches comparables à celles du corbeau. En mars dernier, puis au début du mois, plusieurs personnes avaient été interpellées puis mises hors de cause. Ce club de tir est alors devenu la cible des enquêteurs qui ont contrôlé tous les adhérents. Parmi eux, le patron de ce bar. Il connaît bien l'homme arrêté hier. Nous on tire au pistolet, lui tirait qu'à la carabine, mais très gentil, très serviable. On est vraiment étonné que ce soit lui, quoi. Le corbeau présumé a été confondu par l'ADN. Son empreinte génétique correspondrait à une trace retrouvée sous les timbres de 4 lettres. Ce soir, il est toujours en garde à vue. Bonsoir Véronique Gaglione, vous êtes en direct à Hérépian. Est-ce qu'on a des indications sur la motivation de cet homme ? Bonsoir David. Alors il est difficile ce soir de connaître exactement les motivations de cet homme. Parce que même s'il a reconnu tous les faits, lui-même ne s'explique pas pourquoi il a agi comme ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a agi seul. Sa femme vient d'être mise hors de cause. C'est un homme qui était inconnu jusqu'alors des services de police. Ni encarté politiquement, ni membre d'une association, ni militant. Il a agi seul. Les enquêteurs ont eu devant eux un homme déprimé, aigri, cyclotimique, qui était capable d'être très aimable, très poli avec ses voisins, ils nous l'ont dit, mais qui, depuis qu'il avait perdu son emploi il y a quelques années, semble s'être un peu replié sur lui-même. Et d'un mot, Véronique, quelle est la peine qu'il encourt ? Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il ne sera pas poursuivi pour des faits de terrorisme, ça c'est sûr. On parle à présent d'une infraction de droit commun, menace de mort réitérée et matérialisée par la présence des cartouches. Et pour ces faits, il encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Véronique Gaglione, près de Béziers. Merci Véronique pour ces précisions. L'actualité sociale avec sans doute des perturbations à prévoir dans l'acheminement du courrier dans les prochains jours. 5 syndicats de la Poste appellent à une grève dans tous les bureaux demain. Mouvement qui a commencé dès aujourd'hui en Île-de-France. Grève contre le changement de statut de la Poste. En quoi consiste exactement cette réforme? Les questions et les réponses avec Yves Ginca et Frédéric Pasquette. Le changement de statut de la Poste, pour la plupart des usagers, c'est un peu du chinois. J'entends parler de privatisation, j'ai cru aussi entendre parler d'ouverture de capital. Vous êtes au courant? Vaguement. Alors, quel est ce projet de réforme? Ce changement est lié à l'ouverture à la concurrence en janvier 2011, une décision de la Commission européenne. Or, la Poste a besoin d'argent frais et le gouvernement ne veut pas prendre le risque d'être accusé de concurrence déloyale en injectant directement de l'argent de l'État. La réforme consiste donc à transformer l'entreprise publique en une société anonyme le 1er janvier 2010. Mais le capital de la Poste restera détenu par l'État, par des institutions du secteur public comme la Caisse des dépôts et aussi par les salariés. Objectif, injecter dès que possible 2,7 milliards d'euros. Quelles seront les conséquences pour l'usager? Aucune, si ce n'est une amélioration selon le gouvernement. Moderniser ce que les Français aiment tous, leur poste, la petite voiture jaune, le facteur, et cette grande entreprise à laquelle nous sommes si attachés pour qu'elle reste en même temps une entreprise à 100% publique. La Poste remplira donc des missions d'intérêt général. Les services postaux seront garantis sur la totalité du territoire. Quelles sont les craintes pour le service public? Selon les syndicats, cette réforme, c'est tout simplement une privatisation rampante
avec, à la clé, suppression de postes et logique financière. On a vu ce que ça donnait à France Télécom, on a vu ce que ça donnait à EDF, une déréglementation complète et bien évidemment une hausse des tarifs. Le projet de loi sera débattu cet automne. Demain, les syndicats appellent à une journée de grève nationale. Toujours dans l'actualité sociale, la grève du lait continue et des milliers de litres sont toujours déversés sur la voie publique ou parfois contre des bâtiments de l'État et contre les CRS qui les gardent, comme ici à Saint-Étienne. Ce qu'il faut retenir aussi de cette journée, c'est que cette grève du lait essaime peu à peu en Europe. Les opérations de ce genre se sont étendues à la Suisse et à l'Italie notamment. On en vient à la grande affaire internationale de la semaine, les préparatifs du G20 à Pittsburgh aux États-Unis. Objectif, revoir quelques-unes des règles de l'économie mondiale après la crise. Image ici d'une manifestation là-bas pour exiger des chefs d'État et de gouvernement des mesures en faveur de l'emploi et des chômeurs. Un village de tentes a été installé pas très loin du lieu du sommet. Parmi les questions déjà abordées et qui le seront encore, il y a les paradis fiscaux. Est-ce l'effet des remontrances publiques ou tout simplement de la crise financière? Vous allez découvrir que certains d'entre eux, certains de ces paradis fiscaux sont au bord de la faillite. C'est le cas des îles Caïmans, 5e centre financier international, avec 2300 milliards de dollars de fonds il y a quelques mois encore. Envoyés spéciaux, Alain de Chalvron, Laurent Desbois. Un confetti sur l'océan, 35 km de long, 50 000 habitants. Bienvenue aux Caïmans, 5e place financière au monde, siège de dizaines de milliers de sociétés dans un cadre paradisiaque de sable blanc et d'eau turquoise. Mais ne vous y trompez pas, le paradis est en crise. La faute à Obama. Il y a un immeuble aux îles Caïmans où plus de 12 000 sociétés ont domicilié leur siège. Ou bien c'est le plus grand building au monde, ou bien c'est la plus grande escroquerie fiscale au monde. Le voilà, cet immeuble boîte aux lettres. Il tourne au ralenti comme les autres innombrables établissements financiers et les 500 banques du confetti caraïbien. Pour les paradis fiscaux, la discrétion est un must. Les projecteurs, la mort. Et pourtant, le Premier ministre en charge lorsque la crise a éclaté s'était empressé de se conformer aux décisions du G20. Dès que l'on nous notifie une nouvelle initiative, de nouvelles règles internationales, nous sommes très heureux de nous y conformer, à condition que cette règle s'applique à tous et pas seulement à nous. Mais encore une fois, quelle que soit cette règle, nous l'appliquerons. L'île n'a toujours aucun impôt direct, mais a introduit un peu de transparence dans le système. Elle est ainsi passée de la liste grise à la liste blanche, mais un peu tard. Discrètement, certaines sociétés et quelques particuliers fortunés avaient déjà fermé leurs comptes et été chercher ailleurs un autre paradis. Lorsque des voix aussi fortes que celle d'Obama ou du président français nous montrent du doigt, alors beaucoup de sociétés préfèrent aller s'installer ailleurs et d'autres font moins d'affaires ici. Si l'on ajoute à cela que le tourisme, deuxième mamelle du pays, souffre aussi de la crise, on comprend mieux le drame. Pour la première fois de son histoire, l'île connaît le chômage. Des chantiers sont en panne, l'immobilier chute, le budget de l'État est déficitaire et les fonctionnaires sont même menacés de ne pas être payés. Le G20, dit-on ici, c'est comme un ouragan. Il n'y a rien à faire. Il faut courber les chines, attendre que ça passe, puis réparer les dégâts avant de reprendre la vie comme avant. Et c'est sur ce sujet que nous vous proposons, comme chaque lundi, la question de la semaine. Selon vous, le G20 peut-il assainir la finance mondiale? Faut-il y croire? Oui ou non? À vous de cliquer sur la page 20h du site france2.fr. Résultat jeudi. J'ajoute que j'aurai le plaisir de vous retrouver après-demain, mercredi, à cette occasion pour une édition spéciale en direct de New York, avec en particulier une interview du président de la République. Toujours à l'étranger, la Chine devient le premier pays au monde à lancer une campagne de vaccination de masse contre la grippe A. Pour donner l'exemple, et devant les caméras des chaînes nationales, les séances de piqûres ont commencé pour les 100 000 participants aux célébrations de la fête nationale le 1er octobre prochain. Il s'agit essentiellement d'étudiants. Le gouvernement indique que ces vaccinations sont gratuites et se font sur la base du volontariat. Ce soir, nous avons voulu revenir très simplement sur les symptômes de cette grippe, sur les changements qu'elle entraîne au quotidien. Voici le récit d'un père de famille touché par le virus, comme cela pourrait nous arriver dans les prochaines semaines. La vie continue avec quelques précautions. Perrine Bonnet, Claire-Marie Denis. Drôle de quotidien dans la famille Bonnefoy. Papa avance masqué, Julia, 6 ans, n'est pas privée de télé mais d'école. Une galère qui dure depuis 3 jours, depuis que Christophe Bonnefoy a commencé à se sentir patraque.
Les premiers symptômes que j'ai eus, c'était des courbatures. Et puis, grande fatigue. J'ai commencé à tousser. Et puis, j'ai commencé à avoir de la fièvre en fait que le lendemain. Avec une fièvre qui est montée ensuite à 39. Le diagnostic tombe, la grippe A. La consigne, éviter si possible de contaminer le reste de la famille en s'isolant le plus possible. La nuit, pour dormir, on a essayé aussi de se séparer, de faire une chambre malade, donc moi, et puis la chambre sain, c'est-à-dire ma femme et les 2 enfants. Mais malgré tous ces efforts, la petite Giulia est rentrée de l'école ce matin-là avec de la fièvre. 2e visite chez le médecin pour les bonnes foi en moins d'1 semaine. On est toujours un peu inquiet parce que visiblement il y a quand même un certain nombre de cas où ça s'est pas très bien passé. Alors elle a été renvoyée de l'école ce matin parce qu'elle avait de la fièvre. Après la température, le praticien vérifie si les voies respiratoires de Giulia sont encombrées. Donc elle respire bien, elle a la gorge bien rouge, donc elle a une grippe avec des symptômes tout à fait classiques et bénins. Giulia a donc contracté la grippe de son père. Pas de complications, pas la peine de faire un test. Prescription classique. Paracétamol si elle a de la fièvre, alimentation légère pour ne pas surcharger l'organisme, pas de vitamines, pas de choses comme ça, des boissons abondantes surtout si elle a de la fièvre. Et 1 semaine d'arrêt scolaire. Le docteur se prépare à accueillir les prochains grippés. Et il y a fort à parier qu'on retrouvera parmi eux le reste de la famille Bonnefoy. Et à ce propos, notez les résultats de ce sondage CSA pour le journal Le Parisien. À la question « Avez-vous peur d'attraper la grippe A ?», 80% des Français répondent non, contre 18% de oui. C'est un résultat net. Le virus n'inquiète pas. Et c'est aussi ce que montre cette petite enquête réalisée par l'un de nos reporters, Arnaud Comte. Il s'est muni de l'un de ces fameux masques dans la rue, dans les magasins ou dans les transports. Reportage réalisé avec Arnaud Jacques. Voyez les réactions que cela suscite. Si vous êtes porteur du virus A-H1N1, il est nécessaire de porter ce masque pour éviter de contaminer d'autres personnes. Les Français sont-ils prêts à appliquer au quotidien cette mesure d'hygiène? Ont-ils peur de cette nouvelle grippe? C'est ce que nous allons voir. Première expérience à l'heure de pointe dans les transports en commun. Sur les quais, difficile de passer inaperçu. Certains passagers se retournent. D'autres jettent des regards furtifs. Pas d'inquiétude apparente en général, mais dans ce bus, on préfère tout de même ne pas s'asseoir en face de moi. C'est le virus? Un peu plus loin, chez cet opticien, je suis accueilli avec quelques sourires narquois. L'employé ne se pose a priori aucune question, a priori seulement. Quand vous êtes entré, je vais essayer de ne pas faire de distinction, sans trop essayer de tirer la main. Après, quand on touchait les lunettes, je me suis dit, est-ce qu'on doit réagir ou pas? Après, on a quand même nettoyé les lunettes aussi. Je décide de continuer l'expérience en me rendant cette fois dans une pharmacie. Merci beaucoup. Je me suis dit, flûte, un jeune qui porte un masque, le pauvre, il a la grippe, mais il est civique, voilà, il fait attention aux autres. Au cours de cette promenade, masque sur le nez dans les rues de Paris, j'ai parfois croisé des regards gênés ou incrédules, mais d'une manière générale, beaucoup de sourires et d'indifférence. Il est 20h16, restez avec nous. À suivre, des centaines de milliers de malades en France et 6 sur 10 qui vivent à domicile. La maladie d'Alzheimer est aussi un casse-tête pour les proches. On en parle à l'occasion de la journée mondiale. Renault échappe aux foudres de la Formule 1. 2 ans de suspension avec sursis seulement après les révélations de triche lors du Grand Prix de Singapour. Et puis un grand plaisir, Florence Foresti de retour après 3 ans d'absence sur une scène parisienne. Elle est notre invitée dans son nouveau spectacle, vous le verrez. Elle passe à la moulinette tous les poncifs sur la maternité. D'abord donc cette journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Regardez ce chiffre en constante augmentation. On approche du 1 million de malades en France, 850 000 exactement. Et on en sait toujours beaucoup moins sur la maladie que sur le cancer ou le sida. On n'en connaît pas les causes notamment. Alzheimer, c'est souvent la maladie des parents. À Reims, reportage Laetitia Legendre, Mathieu Nivenglowski. Je te laisse faire, hein, moi je m'occupe du reste. Hein. Chaque midi pour ce fils, c'est la course contre la montre. Rentrer du travail pour déjeuner avec sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, un choix pour être sûr qu'elle mange un peu et surtout qu'elle ne se mette pas en danger. Un soir, j'étais absent, elle avait mis donc les trucs à cuire, ça a marché,
Elle était fatiguée, elle était se reposer. Et donc ça a tourné toute la nuit. Donc le lendemain matin, c'était mort, quoi. Beaucoup de fumée, tout ça, quoi. À la mort du père il y a 4 ans, le diagnostic tombe. Déjà, des comportements inhabituels avaient alerté la famille. Le sel rangé dans le frigo, le chemin de l'hôpital qu'elle ne reconnaissait plus. Mon premier grand signe pour moi, c'était un jour où on avait fait mon anniversaire au restaurant, où elle a posé une question à la serveuse, et 5 minutes après, elle a posé la même question. Et 5 minutes après, elle a encore reposé la même question. Et là, ça fait un peu bizarre, quoi. Là, on se dit, ouais, là, il y a quelque chose. Ça vous inquiète? Non. Pourquoi ça m'inquiéterait? Et son fils prend alors la grande décision, réaménager le premier étage de la maison de sa mère pour s'y installer. Et comme cela, au fil des ans, il est devenu un fils responsable de sa maman. Ça va, maman? Ouais. J'essaie de ne jamais lui donner d'ordre, en fait, pour toujours qu'elle ait le plus possible son espèce d'autonomie, son indépendance, mais qu'elle ne pense pas que je vais la régenter. Des aides le relaient plusieurs heures par semaine, mais le souci ne le quitte jamais totalement. Il y a comme une liberté, une semi-liberté en fait, il y a une semi-liberté. Mais bon, encore une fois, à partir du moment où on l'accepte, ça va beaucoup mieux, quoi. Une vie entre parenthèses. Il sait bien qu'un jour sa mère ne le reconnaîtra plus, mais espère juste tenir autant qu'il pourra. Une image de Toulouse, il y a 8 ans tout juste, l'explosion de l'usine AZF faisait 31 morts et des milliers de blessés et de sinistrés. Comme chaque année, une commémoration a réuni les proches des victimes et les associations. Rappelons que c'est le 19 novembre, dans 2 mois, que la justice doit rendre son jugement dans cette affaire. En bref, encore les toutes dernières pistes pour la réforme du permis de conduire qui doit entrer en vigueur le 1er avril prochain. D'après le journal Le Figaro, l'examen ne sera plus seulement basé sur un barème de points, mais il mettra l'accent sur le comportement du conducteur, appréhension de la route, attitude au volant et même conduite économique en termes de carburant. Des pistes qui doivent encore bien sûr être confirmées par le gouvernement. Et toujours à propos de circulation, on fait le point maintenant sur une expérimentation relancée en cette rentrée pour les taxis et les bus et qui pourrait être étendue. Un couloir leur est réservé aux heures de pointe sur une partie de l'autoroute A1 qui relie Paris à l'aéroport de Roissy. Il y a des radars pour les contrevenants. Les PV tombent en rafale. Reportage Diego Garcia, David Fossard. Dès 7 h du matin, de plus en plus, l'autoroute du Nord a un goût de bouchon. Quand c'est bouché comme ça, on n'a qu'une envie, c'est prendre la voie de gauche, c'est horrible. Mauvaise idée, la voie de gauche est interdite à la circulation des voitures. Jusqu'au 30 septembre, seuls les bus et les taxis ont le droit de l'emprunter de 7 h à 10 h. Sur un tronçon de 5 km entre l'aéroport de Roissy et le tunnel de Saint-Denis, l'expérimentation commencée le 22 avril vient de reprendre. Objectif, faciliter le retour des taxis vers Paris. Un jour, excédée par ses retards au travail, Géraldine Lenné craque. Mais elle n'échappe pas à la vidéosurveillance. Au début, j'étais dans les bouchons, comme tout le monde. Et puis après, j'ai vu des automobilistes prendre la voie réservée. Donc, je l'ai prise aussi. Et j'ai reçu 4 amendes de 135 €. Et elle attend depuis 3 ou 4 autres PV. Elle fait désormais partie d'un groupe d'usagers en colère qui compte aujourd'hui 366 membres sur Internet. La Fédération des artisans taxis revendique cette voie depuis 20 ans. Elle y trouve beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est le gain de 15 minutes en temps par rapport à la descente de Roissy à Paris. Le deuxième avantage, c'est que ces 15 minutes de temps en moins implique que le client va payer moins cher. Une association baptisée 3 voies pour tous vient de voir le jour. Avec elle, des usagers de plus en plus en colère espèrent se faire entendre. L'éducation maintenant, si vous avez des enfants au collège ou à l'école, vous connaissez sans doute cette nouvelle mode dans les cours de récréation notamment, celle du catch et notamment des cartes de catch. Désormais, ce sport a remplacé le football sur les cartes que s'échangent les enfants. Reportage Nicolas Lemarinier, Pascal Stelletta. Catch, en anglais, ça veut dire attraper. Kevin et Sébastien, eux, ont été attrapés par la nouvelle mode chez les 7-12 ans, les cartes de catcheurs professionnels. Ils les collectionnent, se les échangent en suivant des règles très simples. C'est comme une bataille, sauf que c'est avec des points de défense et des points d'attaque. J'ai 84 en attaque, il a 84, il y a bataille. On pose. Ce nouveau jeu envahit les cours de récré sous l'œil méfiant du père de Kevin. Ça engendre les bagarres, ça engendre entre copains pour s'amuser, tout ça. Ils font des prises, des trucs et voilà quoi. Clairement, c'est un jeu de garçon. Sébastien a transformé sa chambre en un véritable musée du catch. Jeff Hardy et Matt Hardy que j'ai sur mon t-shirt.
T-shirt, figurines, la passion s'arrête là. Pas question de jouer les casse-coups. Comme mon ami, il a fait du catch sur sa mezzanine avec des amis et il s'est fait une déchirure du muscle ici. Donc maintenant on fait un peu plus attention. Oh là là, le saut qu'il a fait celui-là. Comme à chaque nouvelle mode, les magasins de jouets se frottent les mains. Ici, il y a un rayon entier consacré au catch. Il y a Maria, l'ex-copine de Santino. Il y a Mike Knox. Les cartes figurent en bonne place. 1,50 € le sachet, 3 fois moins cher que les autres collections. Ça explique aussi le succès. Les petits sachets en fait se vendent à peu près à 7000 modèles par semaine. Du jamais vu depuis les Pokémon. Pendant combien de temps le catch va-t-il remplir les caddies? En Allemagne, la mode dure déjà depuis 3 ans. Comme promis maintenant, elle est avec nous à l'occasion de son retour sur une scène parisienne. Florence Foresti, désignée récemment comique préférée des Français dans un sondage, est notre invitée. Votre dernier spectacle remonte à 3 ans. Entre-temps, vous êtes devenue maman et vous en avez tiré de nouveaux sketchs. Juste avant de découvrir quelques images de ce spectacle, un mot parce que au moment où vous avez donc eu cet enfant, vous avez dit « j'ai peur que la maternité me rende trop sérieuse et de ne plus savoir rire et faire rire ». Vous êtes rassurée? Oui, ça va. Oui. En fait, ça ne fait qu'amplifier. Enfin, je crois, j'espère. Enfin, en tout cas, moi, je rigole encore plus dans ma vie avec elle. Vous avez trouvé une nouvelle matière, finalement. Oui, c'est ça. Ouais, plein d'inspiration. Meilleure ou moins bonne que celle d'avant? Avant, c'était un peu la célibataire. Plus mature, j'ai envie de dire. Plus réfléchie. Allez, j'espère aussi drôle. Reportage sur ce spectacle, parce qu'il se joue déjà dans les régions, avant d'être 3 mois au Palace à Paris. Isabelle Bechler, Mathieu Nivenkowski. Ok. Elle est en répétition. Alors il y a sa montre, ses doigts qu'elle mordille, ses cheveux qu'elle tortille. Cette fille, c'est une pile électrique. Fin de tournée de rodage à Tours. Il reste quelques réglages avant la rentrée parisienne. Après 2 ans de pause bébé, il lui pousse des ailes de Madonna. Comme elle, Florence a baptisé sa tournée Motherfucker, une sorte de nique ta mère en anglais. Comme quoi un enfant, ça peut vous déstabiliser une artiste. Les papas, c'est très récent l'éducation des enfants pour eux. Moi, je me rends compte quand je vais au parc pour enfants, tu sais, au square, avec ma fille, et ben je vois de plus en plus de papas. Félicitations, messieurs, bravo, c'est bien, super. Vous avez vu, on se fait chier, hein. On peut toujours pas plier une poussette d'une main. C'est-à-dire, enfin, on est quand même en droit de se poser des questions. Technologiquement, il y a quand même un décalage. Je veux dire, qui sont les gens qui sont en charge de fabriquer des poussettes? Sont-ce des talibans? Ah bah, forcément des hommes qui n'aiment pas les femmes, hein, qui font les systèmes. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais nous les hommes, on en prend plein la tête. Je pense qu'on est bien cassés. Elle aurait pu développer un petit peu plus sur l'accouchement. Et mettre un peu plus en boîte les mecs. Les maris apprécient aussi. Et elles voient très très bien les choses des 2 côtés. Hein. Je pense que les filles ont plus rigolé quand même. Florence Foresti, alors vous avez voulu quoi, désacraliser la naissance, tout ce qu'il y a autour, les tabous, ce côté angélique de la maternité qu'on présente souvent? Oui, déniaiser un peu le discours qui accompagne en général ce genre d'événement, parce que je trouve que bon, d'abord, c'est hyper vieillot, enfin, faut passer à autre chose. Et en plus, souvent, ça génère de la souffrance chez les femmes, enfin, de la souffrance, un peu de culpabilité chez les femmes qui se retrouvent pas dans ce modèle-là. Ça a été mon cas. On leur dit c'est merveilleux. Et... Oui, vous allez voir, c'est génial, vous allez être super épanoui, vous allez vivre ça de manière tout à fait sereine. Et en fait, c'est quand même un chamboulement énorme, l'arrivée d'un enfant, que ce soit pour un homme ou une femme d'ailleurs. Et voilà, il vaut mieux en rire des difficultés qui s'accompagnent de cet événement plutôt que de faire croire à tout le monde que tout va bien tout le temps, quoi. Bon, alors, quelques-uns des clichés que vous envoyez paître. On s'ennuie au square, ça on l'a vu, on va pas en reparler. Vous avez une nounou gothique? C'est pas faux. Vraiment? Oui, bien sûr, j'ai une nounou gothique. Vous en parlez sur scène, mais vous avez une nounou gothique? Ouais, une nounou gothique. Donc, les cheveux noirs? Non, mais elle a pas trop le look gothique, hein, elle a cessé, mais... Elle va être contente que je parle d'elle. Mais oui, j'ai trouvé ça amusant, donc je m'en suis servi pour le spectacle. En fait, tout ce que j'ai vécu par rapport à ces dernières années, je m'en sers pour le spectacle parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous dites, l'accouchement, c'est le Vietnam des femmes. Alors, on présente souvent ça comme un événement heureux aussi, même si c'est parfois un douloureux. Le Vietnam des femmes? Oui, parce que je trouve qu'il y a une comparaison à faire avec les cicatrices que ça laisse sur le corps, les souvenirs. Enfin, ça peut laisser des traumatismes, qu'ils soient positifs ou pas d'ailleurs. Mais oui, voilà, c'est un peu notre Vietnam à nous. Et vous dites, je continue, enfin, vous ne dites pas comme ça, mais à prendre des cuites
le soir, à faire la fête? Mais dites pas ça au journal de 20h, enfin. Non, mais oui, j'avais envie de montrer que lorsqu'on devient maman, tout ne s'arrête pas et qu'on a le droit aussi de garder. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Motherfucker. D'ailleurs, je voulais parler de la dualité qui peut y avoir chez les femmes, de la multiplicité d'ailleurs qui peut y avoir chez les femmes, et que en devenant mère, on ne renonçait pas forcément à la fête, à la vie, au coup de cœur, à la jeunesse, etc. Alors c'est votre deuxième spectacle, mais vous avez fait beaucoup de télévision aussi. Il y a un sujet que vous évitez souvent quand même, c'est l'actualité. Pourquoi? Par exemple, dans ce journal, il n'y a rien qui retient votre attention, qui pourrait vous faire rire ou vous donner envie de faire rire? Je suis super sérieuse. Enfin, bon, je ris beaucoup dans ma vie, mais il y a des choses avec lesquelles je n'ai pas d'humour. L'actualité, Donc par les exemple. choses un peu graves, dès que ça implique la douleur humaine ou des choses comme ça, non, ça me... La politique? C'est déjà de l'humour. On va pas rajouter une couche. Puis le créneau est déjà pris, peut-être? Voilà. Donc non, mais c'est déjà amusant en soi, hein, donc je vais pas en rajouter, ils sont déjà bien drôles. Et la télévision, alors je le disais, parce que pendant longtemps on vous a vu au quotidien, même chez Laurent Ruquier ou ailleurs, c'est terminé? C'est terminé pour l'instant. Quand on est sur scène tous les soirs comme ça, c'est assez difficile de concilier les deux. À une époque, j'y arrivais, mais j'étais jeune. J'avais le temps. Voilà. Non, c'est pas fini. Ouais, voilà. Non, j'aimerais bien refaire des choses, bien sûr, plus complètes avec d'autres artistes, partager des trucs. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Bon, ben, on vous accueillera avec plaisir. Merci Florence Foresti d'avoir accepté notre invitation. Motherfucker, c'est au Palace à partir de mardi 29 septembre et pour 3 mois. C'est ça. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Les sports en bref avec d'abord la Formule 1 et je vous le disais, ce verdict clément pour Renault. L'écurie est jugée coupable d'avoir triché lors du Grand Prix de Singapour la saison dernière et condamnée à 2 ans de suspension avec sursis. Elle risquait l'exclusion pure et simple. Moins de clémence en revanche pour l'Italien Flavio Briatore. Il a été interdit à vie de toute activité en Formule 1. Une image de football. En Ligue 1, Lyon a fait match nul face au PSG hier soir au Parc des Princes. Bon match pour les Parisiens qui avaient ouvert le score par Julie en début de partie. Égalisation de Gomis dans les toutes dernières minutes. Un but qui semble légèrement hors jeu. Au classement provisoire, Lyon reste 2e derrière Bordeaux et devant Marseille. Et puis sachez que les Espagnols ont décroché l'or au championnat d'Europe de basket. Ils ont remporté le titre hier en Pologne face à la Serbie. Victoire sans discussion, 85-63. Arrivés aujourd'hui à Madrid, ils ont été reçus par José Luis Zapatero, grand amateur de basket. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La première journée du procès Clearstream a été marquée par une charge de Dominique de Villepin. Dans une déclaration entourée de sa famille, il a dénoncé, je cite, l'acharnement de Nicolas Sarkozy et un procès politique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo Laurent Romeshko avec du soleil, un peu de soleil pour ce premier jour d'automne. 20h35 Cold Case, 22h10 mots croisés avec Yves Cabli, à quoi sert le G20. Demain 13h Sophie Le Saint, à 20h vous retrouverez Marie Drucker et j'aurai le plaisir de vous présenter mercredi en direct de New York une édition spéciale consacrée précisément au G20. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.